Mais d'abord la page culture dans le 7-8, on parle de nombreux sujets et notamment de ce prix YouTuber d'histoire lycéen 2022. Je le disais tout à l'heure, il a été remis à l'occasion du salon Histoire de lire à Versailles, c'était en novembre. Le lauréat est avec nous en plateau, c'est Maxence Delacroué qui est élève de première au lycée Blanche de Cassis, c'est au Chesnay-Rocancourt et je le disais tout à l'heure, vous avez remporté ce prix grâce à votre vidéo. On a toujours la patate grâce à Parmentier, ça vous fait quoi de remporter un prix en étant un élève aujourd'hui de première? Qu'est-ce que ça vous fait de remporter un prix? Bah évidemment à la base je m'y attendais pas du tout à recevoir ce prix, mais c'est vrai que ça apporte beaucoup de satisfaction parce que être récompensé du travail qu'on a fourni, c'est franchement la meilleure chose qui puisse nous arriver. Comment vous avez eu vent de ce prix et pourquoi avoir voulu y participer? Alors l'année dernière on m'avait déjà proposé de faire ce prix, ça venait d'une famille d'amis qui m'avait proposé de le faire, mais c'est vrai que j'étais pas forcément très motivé et puis j'étais même pas sur le Chesnay, donc c'était compliqué. Et puis cette année on m'a relancé et je me suis dit bon pourquoi pas, c'était pendant les vacances et donc pendant 3 jours j'ai fait cette vidéo et oui. puis je l'ai envoyé en disant pourquoi pas. Une vidéo qui met en lumière Antoine Parmentier. On va regarder tout de suite un extrait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un homme qui a su donner aux Français un goût pour un aliment qui nous met tous de bonne humeur. Et je parle bien sûr ici de la pomme de terre. Et cet homme, c'est Antoine Augustin Parmentier. Parmentier est né en 1737 en Picardie. Il est issu d'une famille très modeste. Il va devenir apprenti apothicaire à l'âge de 13 ans. Ses parents n'avaient pas vraiment assez d'argent pour l'envoyer au collège. Il poursuit donc sa formation et va s'engager dans l'armée à l'âge de 20 ans en tant que pharmacien. Bon, entre nous, s'il est parti dans l'armée, c'est pas pour faire le mec, hein. C'est juste parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour ouvrir sa propre pharmacie. Mais au cours de la guerre des 7 ans, qui a duré de 1756 à 1763, Parmentier est capturé par les Prussiens. Et comme tout adversaire militaire, les Prussiens étaient très sadiques avec leurs prisonniers et croyaient donc les déprimer en leur servant chaque jour une bouillie de pommes de terre. Mais Parmentier s'aperçoit que sa santé ne se dégrade pas avec ce tubercule. Il élabore donc une théorie selon laquelle cette plante pourra remplacer le pain en France, qui est donc l'aliment de base des Français, en cas de mauvaise moisson. Maxence, votre sujet donc, Antoine Augustin Parmentier, avec plusieurs facettes, celle de pharmacien, de nutritionniste, celle surtout d'infatigable expérimentateur au XVIIIe siècle. On lui doit notamment, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres travaux, mais ces travaux sur la pomme de terre qui s'est imposée peu à peu comme un aliment phare de la nourriture des Français. C'est un tubercule qui a été introduit en Europe suite à la découverte de l'Amérique. Mais pourquoi choisir ce sujet, le sujet Parmentier? Parce que la contrainte de cette vidéo YouTube, ça devait rentrer dans le programme qu'on faisait dans l'année de lycéen dans laquelle on était. Donc moi j'étais en première, mais je savais que je devais faire la différence par mon originalité. Donc il fallait que je trouve quelque chose qui soit dans la période que je vais étudier cette année en première, mais que l'on n'étudie pas en classe. Et c'est vrai que comme j'avais étudié Antoine Parmentier dans un magazine, j'avais plutôt bien aimé son histoire. Ouais. Je me suis dit que c'était le sujet idéal. Ouais, ça vous a intéressé le fait aussi de voir qu'au XVIIIe siècle, la pomme de terre, on ne connaissait pas forcément. Et aujourd'hui, quand on regarde dans la gastronomie française, ça s'est imposé comme un aliment vraiment de base. C'est vrai que c'est assez hallucinant de voir qu'en même pas 3 siècles et demi, la pomme de terre a vraiment évolué dans l'assiette des Français. Et alors qu'aujourd'hui, tout le monde mange de la pomme de terre au quotidien, tout le temps. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas forcément le cas et l'évidence pour tout le monde. Bon, il y a une recette qui parle à tout le monde, le hachis Parmentier, forcément un hommage à Antoine Parmentier. Vous avez mené comment vos recherches? Vous avez dit, c'est parti d'un magazine, vous aviez lu quelque chose, un article sur Antoine Parmentier. Comment vous avez mené vos recherches pour faire cette vidéo? Énormément à partir de ce magazine que j'avais lu et conservé, et puis après des recherches internet, voilà, donc... Et j'ai dû écrire un peu le script, ce que je voulais dire. Il fallait que j'aborde vraiment toutes les facettes de sa vie. Mais c'est vrai que c'était énormément grâce à ce magazine. Et vous avez découvert d'autres choses intéressantes à son sujet, au-delà du fait que c'est le vulgarisateur de la pomme de terre en Europe? Bien sûr, c'est vrai qu'il y a une anecdote surtout qui m'a énormément plu. C'est le fait que je l'explique dans ma vidéo, mais c'est que les Français doutaient sur la fiabilité de cette pomme de terre. Et il va donc placer des gardes autour de son champ de pommes de terre pour faire comprendre aux Français que cette pomme de terre, c'est un vrai aliment qui a de la valeur. Il va aussi offrir d'ailleurs une plante de pommes de terre au roi, entre guillemets, pour que le pouvoir royal certifie cette pomme de terre et que les Français soient sûrs que c'est un aliment qui soit de toute fiabilité. Donc il y a un lien direct avec les Yvelines, puisque ça a été présenté dans la cour du roi, effectivement, au château de Versailles. Pour la réalisation de la vidéo, ça s'est passé comment? Est-ce que vous aviez des notions en vidéo? Pas du tout. C'est aussi une découverte? J'avais déjà fait, j'avais déjà un fond vert, un micro-cravate. Moi, j'aime beaucoup
j'aime beaucoup la vidéo, le montage, etc. Donc ça, c'était pas vraiment un problème. Après, j'avais un ami venant de Nantes qui était là, donc il était derrière moi pour faire le cadrage, c'était plus simple pour le tournage. En gros, j'ai dispatché mon travail en 3 jours. Premier jour, écrire le script. Deuxième jour, faire le tournage. Et troisième jour, le montage. Ça vous a donné envie d'en faire d'autres, peut-être ? Ça me donne beaucoup envie. Après, il y a le temps, il y a le problème de temps. C'est vrai que en première, on est assez chargé, etc. Mais c'est vrai que je pense que dès que j'aurai l'occasion, je me dirais pourquoi pas en refaire une autre ou plusieurs. Peut-être une carrière dans l'histoire, dans aussi une carrière de youtubeur. Est-ce qu'il y a par exemple des youtubeurs d'histoire qui vous inspirent peut-être ? Est-ce que vous avez des références ? Pas spécialement des youtubeurs, j'ai pas des noms, mais c'est vrai que quand je suis en cours d'histoire et que j'ai besoin de comprendre une notion, c'est vrai que j'aime bien aller regarder des personnes qui m'expliquent, etc. Mais je ne suis pas quelqu'un en particulier. Bravo en tout cas pour cette vidéo. Je le rappelle, le titre c'est On a toujours la patate grâce à Parmentier. On peut la retrouver sur votre chaîne YouTube en intégralité, mais surveillez aussi TV78. Nous la diffuserons également régulièrement sur la chaîne, mais également sur nos réseaux sociaux. Merci Maxence d'être venu en plateau. Dans l'émission VYP, Vérive-Lunoise Personne, Véronique Iturbide reçoit James Olin. Il est à la fois colonel de gendarmerie, dirigeant des unités d'investigation, mais aussi auteur de polar. Aimez-vous les uns les autres, c'est d'ailleurs le titre de son dernier roman paru aux éditions Caïman, extrait de l'émission. On ne parle pas de roman policier, il y a écrit polar, on parle de roman noir. Vous pouvez me définir un petit peu ce genre du roman noir par rapport au roman policier habituel ? Le roman noir, c'est un peu une catégorie fourre-tout, je dirais, mais qui subdivise en plusieurs subdivisions. Désolé pour la répétition. Pas grave. Mais le roman policier, on va dire que c'est le roman énigme. Agatha Christie, il y a un meurtre qui a commis. Voilà, c'est le colonel Moutarde, voilà, c'est le Cluedo. Il y a le roman noir qui a une dimension sociétale, qui va s'intéresser à un problème sociétal un peu. Et puis il y a le roman noir, je dirais, le thriller qui vise à faire peur. Donc là c'est simple, c'est comme une sorte de film d'horreur. Il faut créer de la peur chez le lecteur. Il y a le roman noir humoristique de façon San Antonio, etc. Vers lequel vous penchez un peu ? Moi c'est un peu celui-là. En fait, j'en ai deux. Vous avez pris dans plusieurs. Ouais, en fait, je me suis aperçu que je faisais il y avait deux veines. Au début, je voulais faire comme Simon. Simon, il faisait un truc sympa. Il disait, il y a les Maigret, c'est les romans que j'écris en une semaine en sifflotant. Et puis il y a les romans sérieux, psychologiques. Voilà que je mets du temps à les écrire. Bon, finalement, au début, je voulais faire ça, puis ça. C'est trop long. C'était pas. Donc maintenant, en fait, finalement, il y a deux catégories qui se dessinent. Il y a les humoristiques, un peu drôles comme celui-là, et puis les plutôt sombres, pour dire qu'il y a une veine sombre et une veine blanche, un peu comme de la BD. Et le précédent, La Pleine Balle, c'était plutôt du sombre. Voilà. Sombre. D'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les personnes, les individus et les ressorts individuels. Voilà, c'est l'humain. Voilà. Émission VYP à retrouver en intégralité sur notre site internet tv78.com et sur notre application mobile. Et de la musique à présent dans le 7-8, il sera dans les Yvelines le 16 décembre prochain. Alexis HK jouera sur la scène du théâtre Coluche de Plaisir, un concert organisé par la Clé des Champs qui débutera à 20h30 et Alexis HK est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous présenterez entre autres votre nouvel album Bobo Playground. Je vous propose, histoire qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance, d'écouter tout de suite un extrait de cet album et on écoute un extrait justement du titre Bobo Playground. Le clivage amer et réglementaire, les crevards qui dealent au pied des bars gris clair et les petits mignons qui se pavanent en pavillon en fumant le pneu fourgué par les maquignons. Premier round sur le Bobo Playground. Bourgeois moyen, bourgeois bohémien. Alors Alexis HK, vous êtes auteur, compositeur, interprète, vous avez 25 ans de carrière à votre actif, de nombreuses distinctions, on peut citer notamment celle de Chevalier des Arts et des Lettres en 2016, vous avez été aussi nommé dans la catégorie Révélation scène aux Victoires de la musique en 2012 et je le disais, vous revenez donc avec cet album Bobo Playground dans lequel vous vous interrogez sur le bonheur. Quel est le message que vous avez voulu passer dans cet album ?
Moi, je ne sais pas si passer des messages, c'est vraiment le rôle d'un chanteur. C'est surtout de donner un regard, en fait, sur les choses, un regard subjectif, donc qui n'est pas forcément vrai, qui peut prêter lieu à discussion. Et c'est vrai que le clivage entre les privilégiés, ceux qu'on appelle un peu les bobos aujourd'hui, et les autres, c'est dans l'air du temps, et c'est quelque chose qui me parlait, et j'avais envie de le faire comme un troubadour, c'est-à-dire avec un Oui. peu en chanson. Mais c'est surtout pour parler des clivages, ouais. En chanson avec humour, mais aussi toujours en tendresse, et vous le dites, hein, vous vous moquez des bobos. Qui sont les bobos dont vous parlez? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu bobos au fond? Ouais, c'est surtout de l'auto en fait. C'est-à-dire que je me suis regardé vivre et je me suis dit, ouais, toi, si on devait te mettre dans une catégorie, je pense que tu te ferais traiter de beau. Et à partir de là, ça m'a donné envie de reprendre un peu comme Renaud à son époque, tous les clichés médiatiques, journalistiques des bobos, parce qu'il y a toute une iconographie. Et il suffit que vous ayez un meuble design chez vous ou une paire de Birchstock et vous pouvez vous faire traiter de bobo. Et ça m'amusait pas mal. Mais oui, l'auto-dérision, c'est une valeur intéressante aujourd'hui, puisque comme tout est devenu un petit peu compliqué, et, enfin, dans le rire, dans l'amusement ou dans l'ironie, ils vont se moquer de soi-même d'abord. Je pense que c'est ce qui marche mieux pour pas se faire massacrer sur les réseaux sociaux et pour pouvoir parler des choses en disant voilà, je sais de quoi je vous parle parce que c'est moi, quoi, en fait. Et quand on vous écoute, on a l'impression aussi que aucun mot n'est choisi au hasard. Alors, quand on lit votre présentation, on vous définit comme poète funambule. On a l'impression que vous vous amusez avec la langue française. C'est le cas? Oui, je fais du texte quelque chose d'important parce que moi je fais chanson et en chanson le texte est primordial, les mots sont très très importants, hein. Vous serez donc, je le disais, en concert le vendredi 16 décembre sur la scène du théâtre Coluche. Le concert débutera à 20h30. Alors, si on remonte le fil du temps, votre dernier show, c'était un mélange entre concert, one-man show, et également, à quoi doit-on s'attendre cette fois-ci pour ce show à plaisir? Bah, dans le monde de cette fameuse idée de jeu pour Bobo, ça va être un concert basé sur le bien. C'est un concert inspiré par les plus grands maîtres du développement personnel, quoi. C'est-à-dire, je m'amuse avec cette notion de bien-être, parce que c'est vraiment une notion qu'on nous vend beaucoup aujourd'hui. On nous vend d'un côté la fin du monde tous les jours, et en même temps, on nous vend le bien-être avec plein de techniques pour rester heureux malgré tout. Et donc, je m'amuse avec ça pour pouvoir être lyrique au milieu des chansons. Pour vous qui êtes né dans les Yvelines, hein, si je ne m'abuse, arrêtez-moi si je me trompe, je crois que vous êtes né à Poissy. C'est particulier d'aller à la rencontre du public yvelinois, de vous produire dans les Yvelines à chaque fois? Bah, c'est un retour aux sources. Oui, c'est particulier parce que c'est pas n'importe où. Oui, les Yvelines, c'est chez moi, quoi. C'est mes origines, c'est là que j'ai grandi. Moi, j'ai grandi à Verneuil-sur-Seine, donc pas très très loin de Plaisir, pas très loin de Versailles. Et donc, oui, c'est un retour aux sources. Je sais qu'il y aura de la famille, je sais qu'il y aura peut-être des vieux amis. C'est forcément un peu particulier. Oui. Et en janvier 2023, vous retrouverez l'Olympia. Je dis retrouverez parce que vous êtes déjà produit à l'Olympia. Vous avez hâte? Oui, j'ai hâte, oui. Ça va être une grande soirée. Ça va être une grande soirée où là encore, il faut profiter un maximum. C'est une chance pour n'importe quel chanteur à l'Olympia. Et c'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. Bon, moi, j'en fais pas 5 suites, hein, j'en fais qu'un seul. Donc, c'est unique et je compte bien en profiter. Et oui, j'ai hâte. Oui, tout à fait. Merci Alexis HK d'avoir été avec nous malgré une connexion un peu mauvaise ce soir, mais merci d'avoir été avec nous. Et je le rappelle, vous serez sur la scène du théâtre Coluche à Plaisir. Ce sera le vendredi 16 décembre, un concert organisé par la Clé des Champs qui débutera à 20h30. Toutes les informations à retrouver sur le site internet du théâtre Coluche de Plaisir.
Et on en parlait en début d'émission, la compagnie Pixum va donner un nouveau spectacle immersif au Petit Moulin des Vaux-de-Cernay. Ce sera du 16 décembre au 15 janvier. Avec nous pour en parler, elle est revenue également en plateau, c'est Charlie Formanti qui est directrice artistique de la compagnie Pixum. Le Temps des Humains, c'est le nom de ce spectacle qui se déroule en 2023 sur Terre, c'est ça. L'espèce humaine a disparu, voilà, histoire de planter le décor. Quel est le pitch du spectacle ? J'ai quand même un petit peu planté le décor, mais comment pourrait-on le présenter ? L'espèce humaine a disparu. Et l'espèce d'après, les humains, ceux qui viendront après nous, trouvent des objets, beaucoup des déchets qu'on a laissés derrière nous, et ils se demandent bien à quoi ça peut servir. Donc c'est une exposition archéologique où l'espèce d'après, les spécialistes de l'espèce d'après se demandent mais à quoi pouvaient bien servir tous les objets du quotidien des humains. Oui. Et on les regarde, on les dissèque, on se pose des questions sur à quoi pouvaient bien servir ces objets pour les humains, et on en profite, nous, artistes, pour faire passer un message écologique, sur se poser la question de tous ces objets qui font notre quotidien et qui ne sont pas forcément très utiles et très bons pour la planète, quoi. Parce que l'idée derrière, j'imagine, c'est aussi de pousser à la réflexion sur notre société aujourd'hui. Bien sûr, c'est pousser la réflexion sur notre rapport à l'objet, bien sûr notre rapport à la nature, et notre rapport aussi aux uns aux autres et un peu aux archétypes qui font de notre société et comment on évolue aujourd'hui sociétalement. On parle beaucoup de la fin du monde. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler avec le sourire ? Est-ce qu'on peut en parler d'une façon un peu bon enfant qui fasse avancer vraiment les choses, de façon interactive, où on peut réfléchir ensemble et pas de façon culpabilisante comme on peut le voir parfois. Avec aussi la découverte d'un nouveau monde, un guide d'une nouvelle espèce. Comment vous l'avez imaginé, cette nouvelle espèce ? C'est un humain 3.0 ? Un petit peu, ouais. Alors, on les appelle les phosmus. Ouais. Et c'est des espèces de champignons qui ont évolué avec une espèce de dérive plastique, parce qu'il y avait tellement de plastique sur Terre leur corps a évolué avec un mélange de plastique et de fungus. Voilà, et on les appelle les phosmus, et ils sont très attachants. Et voilà, ils se posent énormément de questions sur les humains, et ils n'ont pas forcément tout compris sur comment ça fonctionnait pour nous, mais ils sont très volontaires, ils ont très envie de comprendre, et ils demandent d'ailleurs au public leurs idées sur tel ou tel objet, à quoi pouvait-il servir. Voilà, donc nous, en tant que compagnie, on a détourné beaucoup d'objets qu'on récupère et qu'on va mixer ensemble pour créer des objets un peu curieux et où on se pose des questions sur leur utilisation dans notre vie et dans le spectacle. Et on parle là d'une expérience immersive, c'est un spectacle immersif. Comment justement les spectateurs, vous en avez un peu parlé, mais comment sont-ils associés justement à ce spectacle ? Alors, nous, ça sera comme une expo, en fait. Donc, les gens arrivent comme pour une expo, sauf que quand ils arrivent, il y a une machine à voyager dans le temps et ils sont embarqués dans une aventure où on leur demande d'être participants de l'aventure. On va leur poser des questions, on va leur demander leurs idées et aussi on va les faire participer plus physiquement en leur demandant de ramener un objet de chez eux qui va faire partie du spectacle, qu'ils vont laisser dans le lieu pour participer à la construction de ce décor. Et on voit à l'image l'un des spectacles que vous avez pu proposer sur le thème d'Halloween, un spectacle également immersif. D'ailleurs, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de spectacles immersifs, on en relaie souvent dans cette émission du 7-8. Pourquoi c'est intéressant justement d'associer le spectateur ? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans ? Je pense qu'on est dans l'après-Covid et que c'est intéressant aujourd'hui de proposer autre chose aux spectateurs qui, aujourd'hui, on a tous Netflix chez nous, on peut tous regarder la télé et se faire raconter une histoire avec des effets spéciaux. Ça, c'est possible aujourd'hui pour tout le monde chez soi. Alors aujourd'hui, en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'on propose à la population qui va changer un peu la donne, qui fait qu'on va voir des gens, qu'on va participer à quelque chose, on va avoir une vraie expérience physique et qu'on va partager avec d'autres humains finalement. Et ça, c'est une expérience, je pense, que les gens recherchent aujourd'hui. La particularité aussi de ce spectacle, c'est que vous avez mêlé théâtre, danse, art plastique, numérique également, c'est ça ? Ouais, on mélange plein de médias ensemble. Parce qu'on a des comédiens, on a des danseuses là sur ce projet, on a aussi du chant et on a beaucoup de plasticiens qui viennent pour créer ces décors. Ça a été le cas aussi sur la maison hantée pour Halloween où on a un côté plastique très très fort parce qu'on fait du théâtre d'objets, donc on récupère des objets qu'on va avoir grâce à un partenariat qu'on a avec la ressourcerie du Perret qui va nous fournir de l'objet que nous on va revaloriser artistiquement et qui du coup fait une valorisation écologique de la même façon, puisqu'on récupère des objets qui seraient voués
un autre destin et on les reprend dans un circuit court et on les revalorise. Voilà. Et combien de comédiens, de danseurs sur ce spectacle ? Sur celui-là, ils sont 4. Voilà. Dans la maison hantée, ils étaient une dizaine. Donc ça dépend des projets, quoi. Voilà. Et donc ce sera à retrouver le temps des humains du 16 décembre au 15 janvier, les vendredis, samedis et dimanches. C'est ça. Et donc au Petit Moulin des Vaux-de-Cernay. Merci Charlie Formanti d'être venu en parler en plateau. Et je le rappelle, vous êtes la directrice artistique de la compagnie Pixum qui propose ce spectacle. D'ailleurs, si vous souhaitez réserver votre place, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Le billet, je parle sous vos contrôles, billet adulte au tarif de 5 €. C'est ça, 3 € pour les enfants. Merci d'avoir été avec nous. Merci.